médecine, spécialiste en neuropsychiatrie, psychothérapeute de renom, formateur et superviseur en hypnose thérapeutique et aussi en auto-hypnose. Docteur Éric Merlot est mon invité ce soir. Il nous dévoilera des techniques innovantes pour se libérer de la culpabilité et explorer les chemins du bonheur. Une immersion inspirante ce soir sur KF pour transformer ta vie en profondeur. Bonsoir, docteur Éric. Bonsoir, Manel. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir, comme chaque fois. Merci, docteur. Comment vas-tu? Très bien. Assez heureux. Enfin en Belgique. Oui, tout à fait. Oui. De temps en temps ailleurs, de temps en temps en Belgique. Non, souvent en Belgique. Pour quelle raison tu aimes bien voyager, Éric? Ah, bonne question, ça. Alors, explorer d'autres cultures, moi, c'est quelque chose qui me passionne, d'autres modes de vie, comment les gens, justement, ont une qualité de vie. Moi, j'adore voir des gens qui sont heureux alors qu'ils vivent dans la Médina de Marrakech avec un pneu à faire tourner au lieu d'avoir une PlayStation. Donc, souvent, je trouve des enfants plus heureux dans des situations justement beaucoup plus pauvres que les nôtres. C'est un exemple. Maintenant, j'adore faire du parapente. Et donc, c'est un moyen aussi de découvrir des pays par le haut, par la voie des airs. J'ai pas mal de questions à te poser. Déjà maintenant, on t'entend. Mais on va en parler un peu plus tard. Docteur, ton dernier voyage, c'était en Colombie. On est bien d'accord. Est-ce qu'il y a une différence en termes de bonheur entre Belgique et Colombie? Alors, on a justement une grande étude qui sort chaque année pour mesurer le bonheur des gens en fonction de leur pays. Alors, souvent, la Norvège est en tête parce qu'effectivement, on y cultive beaucoup de liberté, plus qu'ailleurs. Mais on a découvert maintenant 2 nouveaux pays d'Amérique du Sud qui sont dans le top 10. Et on s'est rendu compte que c'est parce qu'ils partageaient les repas. Que, contrairement par exemple à des pays comme les États-Unis où chacun va se servir dans le frigo et mange dans son coin, l'idée du partage des repas en famille, ou en tout cas que ce soit la famille cellulaire ou la famille élargie, est un des facteurs de bonheur. Et effectivement, moi je trouve très intéressant comment de jeunes enfants découvrent comment jouer avec des choses toutes simples. Je donnais l'exemple du pneu à Marrakech qu'on fait tourner dans la rue, dans les ruelles. J'ai souvent vu effectivement beaucoup plus d'enfants heureux dans d'autres pays pauvres que effectivement des enfants ici qui sont vissés sur leur téléphone, complètement claustrés dans une relation un peu à sens unique, au lieu d'être en relation avec les petits copains et les copines, quoi. C'est la maladie du siècle, les téléphones et les écrans. C'est une vraie dépendance. C'est incroyable. Nous, grands, on est par un moment confrontés à cette dépendance où on doit à chaque fois regarder notre téléphone. Alors, docteur, ce soir, on répond à la question comment se libérer de la culpabilité pour explorer pleinement les chemins du bonheur. Alors, pour toi, docteur, c'est pas le bon titre à cette émission. Pour quelle raison? Alors, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une bonne idée à la base. Ce qui se passe, c'est que en tant que psychiatre, médecin, en fait, j'ai passé 30 ans de ma vie à plutôt traiter justement le malheur, à traiter tout ce qui va mal, le négatif, les dépendances qui privent de la liberté, qui est un des facteurs de bonheur, etc. Et donc, voilà, j'ai commencé par traiter le tabac, les gens dépendants, que ce soit au cannabis ou à autre chose. Puis, on a travaillé sur le stress, les facteurs de stress, sur le burn-out, sur les problèmes d'excès de poids, de boulimie, tout ce qui rend en fait malheureux. Et puis, petit à petit, on a fini par faire un atelier d'épanouissement sexuel parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens étaient effectivement malheureux et en tout cas n'exprimaient rien, ne profitaient pas de leur corps et de partager avec ceux qu'ils aiment ou à celui ou celle qu'ils aiment du plaisir. Et donc, on a commencé par ça. Et puis, je me suis dit, pendant le Covid, je voyais tellement de gens malheureux. Je me dis, mais comment leur permettre de recréer un espace mental qui les rend heureux? Malgré l'enfermement, malgré la privation de liberté, il y a moyen effectivement de développer des sentiments de bonheur dans sa tête, dans son corps. Et l'auto-hypnose est le meilleur moyen pour ça, donc le plus facile en tout cas.
Et du coup, on a développé ces 3 ateliers avec un collègue qui est médecin et philosophe. Et donc, on a développé 3 ateliers, effectivement, qui ont bientôt lieu, d'ailleurs, au mois de mai. Ce qu'on découvre déjà ce soir, docteur, c'est que être heureux ou le bonheur, c'est un apprentissage. C'est quelque chose qu'on apprend. Ce que je remarque aussi beaucoup autour de moi, c'est qu'il y a des gens qui ont appris à être malheureux. Oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs un bouquin célèbre qui s'appelle « Faites vous-même votre malheur » de Paul Václavic, que je recommande. Il y a tous les moyens pour se rendre malheureux. C'est assez exceptionnel parce qu'on peut se reconnaître, évidemment. Sans le vouloir, on peut se rendre malheureux. Incroyable. Alors, en t'écoutant parler, docteur, tout à l'heure, tu parlais de la solitude. Alors moi, en t'écoutant, ce qui me vient à l'esprit, c'est que actuellement, je suis beaucoup plus heureuse, seule, célibataire, que quand j'ai été en couple. Alors, je ne mets pas en cause mon ex-mari, ça n'a rien à voir avec lui, mais je n'avais pas cette capacité à profiter seule. Alors, il fallait toujours quelqu'un pour faire une activité. Actuellement, docteur, limite avoir quelqu'un avec moi pour faire une activité, ça me dérange. Oui. Je préfère être seule et j'ai un bonheur à être seule. Je dis pas que j'aime pas partager, j'aime bien partager, mais par exemple, un repas, c'est jamais un moment malheureux, c'est toujours un bonheur de même être mangée toute seule, faire des petites choses toute seule, ça s'apprend. Alors je me dis, docteur, je sais pas si tu es d'accord avec moi, il y a beaucoup de gens qui sont en couple malheureux, pas à cause de l'autre, mais c'est parce qu'ils savent déjà pas être heureux tout seul. Tu vas commenter ça, si tu permets, docteur. Juste après, Éric Merlot, neuropsychiatre et psychothérapeute, hypnothérapeute, est mon invité. Ce soir, il répond à la question comment se libérer de la culpabilité pour explorer pleinement les chemins du bonheur. Envie d'en savoir plus sur docteur Éric, tu peux visiter son site internet www.nouvellehypnose.com où tu peux trouver tous les ateliers qu'organise docteur Éric Merlot. Et ce soir, on va parler de son atelier bonheur. Docteur Éric, je voulais que tu commentes un peu ce que je disais par rapport au fait que on est incapable d'être heureux en couple si on l'est pas si on n'est pas heureux seul. Oui, effectivement, il faut commencer par soi-même. Il faut commencer par s'aimer soi-même pour aimer l'autre. Si on attend de l'autre qui nous aime à notre place, ça va produire un déséquilibre. Et puis effectivement, il y a le fait que certaines personnes, n'arrivant pas à s'aimer, donnent trop. Et puis évidemment, elles finissent par se plaindre d'un déséquilibre. Quand on donne trop, l'air de rien, on attend quand même en retour. Mais si on donne trop, on ne recevra en général jamais assez. Donc ça, c'est effectivement un principe important. Donc il faut pouvoir être bien seul pour pouvoir être bien en couple. Donc moi, je pense qu'il est probable que tu sois passé par un extrême, je n'en sais rien, mais tu vois, d'être dans un couple peut-être trop fusionnel. Et puis, il faut passer alors par un stade de solitude, de recentrement sur soi, avant peut-être dans un 3e temps, je te le souhaite, de découvrir le bonheur à 2. Mais le bonheur à 2, c'est aussi un bonheur qui s'entoure d'amis, qui s'entoure d'activités, d'intérêts. Il faut partager des projets ensemble, que ce soit des projets culturels, des projets sociaux, des projets amicaux. Tout simplement, et alors ça change tout. C'est un couple alors qui s'ouvre sur le monde, parce qu'il n'y a rien de pire que les couples qui se ferment. Oui, effectivement, docteur. Alors, déjà, on a fait une émission sur le bonheur ensemble, docteur, où tu nous as transmis beaucoup de choses, un réel apprentissage à être heureux seul. Là, tu parles d'auto-hypnose ou d'hypnose. La question que je me pose, est-ce que vraiment l'hypnose peut avoir un rôle? Est-ce que vraiment l'hypnose peut vraiment contribuer à un bonheur durable? Alors oui, c'est-à-dire que l'état hypnotique est un état où le mental prend moins d'importance. Déjà, rien que rentrer en état d'auto-hypnose, c'est un état où on se sent bien dans son corps. On réapprivoise cette sorte de familiarité avec son corps, mais aussi avec ses pensées, avec ses émotions. Et donc, c'est un peu comme si on arrêtait le temps, qu'on se libérait du poids du passé, qu'on se libère des peurs du futur,
et qu'on se ressente. C'est un état modifié de conscience qu'on peut rapprocher d'ailleurs des états psychédéliques. Je ne sais pas si vous avez vu, comment il s'appelle, Dominique Nora, c'est une journaliste du Nouvel Obs qui est en train de faire un témoignage sur les réseaux sociaux qui est très très bien, où elle dit que le MDMA, qui est une molécule psychédélique, qui n'est pas une drogue mais un médicament d'ailleurs qu'on utilise dans certains pays comme la Suisse pour traiter un tas de choses, les dépendances notamment, la dépression, les traumas. Et donc cette molécule l'a aidée à enfin s'aimer elle-même. Mais on peut obtenir la même chose sans molécule. L'auto-hypnose, c'est un psychédélique sans substance. On est capable, par le fonctionnement privilégié du cerveau en hypnose, de ressentir ainsi une sorte de familiarisation avec soi, de réconciliation avec soi, et même d'amour. Et l'idéal, c'est même d'arriver à un amour inconditionnel. C'est ce que prônent beaucoup de psychiatres, psychothérapeutes pour être heureux. C'est effectivement développer un amour inconditionnel par rapport à soi. Mais c'est une expérience qu'on peut ressentir en état hypnotique. Moi, j'ai parfois des patients qui me disent, après un atelier d'auto-hypnose, mais enfin, je ne m'étais jamais aussi senti bien dans ma peau depuis mon enfance. En fait, j'ai plus de souvenirs depuis tellement longtemps de m'être senti enfin bien. Et donc voilà, c'est déjà la base. Et dans cet état-là, l'avantage, c'est qu'on peut aller chercher des émotions, des bonnes émotions dans le passé. Alors ça peut être des émotions de joie, ça peut être des émotions de sentiment de liberté, ça peut être des émotions de sécurité, des émotions de pacification. Et donc on peut ainsi cultiver ce qui nous a rendus heureux dans le passé, le faire revenir dans le présent, ancrer ces états avec des techniques d'ancrage hypnotique et qui permettent ainsi de cultiver un art de vivre qui nous permet de nous sentir bien un peu dans toutes les circonstances. C'est un peu l'idéal. Alors, docteur, tu as dit une phrase, le mental prend moins d'importance. Alors, moi, la question que je me pose, est-ce que plus on est dans le mental, moins on est heureux? Tu répondras à cette question. Les ateliers que tu organises, c'est seulement en présentiel? Non, ça permet aussi aux personnes qui sont à mobilité réduite de les suivre en visioconférence, en fait, en Zoom. Et on a beaucoup de retours comme quoi c'est pratiquement équivalent. Il y a même des gens qui rentrent mieux en auto-hypnose quand ils sont dans leur divan, tout seuls chez eux, que personne ne les dérange. Et puis d'autres qui préfèrent être là parce qu'il y a effectivement quelques personnes et le côté présentiel les touche plus. Donc voilà, il faut vraiment le sentir. D'accord, docteur. Et puis, tu disais que... Et alors oui, on peut aussi les suivre en décalé. Donc on a installé depuis quelques années une médiathèque sur notre site, donc un e-shop. Et si on n'a pas envie d'attendre la date ou si la date ne correspond pas, on peut faire des ateliers en ligne directement sur notre e-shop, sur notre site. Ok, parfait. Ouais. C'est www.nouvellehypnose.com. D'ailleurs, votre site, il est très, très clair. Alors, docteur, tu disais que le mental prend moins d'importance en hypnose. Alors, la question que je me pose, est-ce que plus on est dans le mental, moins on est heureux? Alors, effectivement, le mental, c'est souvent encombré par le futur. Donc, notre vision du futur, nos peurs aussi, nos aspirations, nos désirs, parfois des désirs qui seront toujours insatisfaits, donc on va cultiver ce qui nous rend malheureux en pensant à ce qu'on désire mais qu'on n'aura pas. Ou bien alors ce sont des ruminations sur le passé. J'aurais dû ceci, si j'avais fait ça, je serais plus heureux. Ou bien je porte telle faute. C'est vraiment les culpabilités. Je ne peux pas accéder au plaisir. C'est interdit par ma religion ou bien par mes parents. Et donc, effectivement, tout ce mental nous fait sortir de nous-mêmes, nous empêche d'être pleinement nous-mêmes et de nous accepter tel qu'on est et de se satisfaire non seulement de ce qu'on est, mais de ce qu'on a. Alors ça, c'est une des grandes clés du bonheur, puisque c'est le désir frustré qui nous rend malheureux.
Et c'est aussi d'avoir ce qu'on ne désire pas qui nous rend malheureux. Mais si on ne pense qu'à ça, on ne pense pas à ce qui peut nous rendre heureux. Effectivement, docteur. Alors, tu as parlé de quelque chose qui me parle beaucoup. Tu as parlé de la notion de plaisir dans les religions. Et je trouve que l'interprétation, je dis bien l'interprétation, et non pas les religions, l'interprétation de certaines notions dans les religions peuvent vraiment rendre malheureux. Et je pèse vraiment mes mots. Le plaisir n'a jamais été un péché, docteur. Oui. Mais le problème, c'est que l'interprétation de ce mot plaisir peut vraiment faire sombrer certaines personnes dans le malheur en pensant qu'ils sont dans le droit chemin. Tu as déjà eu des cas comme ça? Oui, bien sûr. Oui, c'est très fréquent que des personnes se sentent coincées par des schémas qu'on leur a imposés. Et comme tu dis, par des mauvaises interprétations de dogmes religieux. Oui, tout à fait. Effectivement, docteur. Alors, selon toi, c'est quoi être heureux déjà? Alors, en fait, il y a ce qui est important, c'est de réaliser qu'il y a des niveaux différents de bonheur. Je vais peut-être commencer par le premier niveau dont on parle là depuis un moment, c'est le niveau effectivement de l'accès au plaisir. Donc c'est l'hédonisme, c'est on va dire la base. Donc ça, être capable de se faire plaisir. Alors l'idéal, c'est en plus de se faire plaisir en faisant plaisir aux autres. Donc les plaisirs partagés sont encore plus intéressants qu'un plaisir solitaire. Et donc, mais il n'y a pas que le plaisir des sens, il y a aussi le plaisir du beau. Donc s'intéresser à ce qui est beau, à l'art par exemple, ou à la beauté d'un arbre, d'une fleur ou d'un enfant, fait partie de ce socle de l'hédonisme. Donc ça, c'est vraiment important. Et il faut pour cela avoir une capacité d'émerveillement, comme les enfants. Nos enfants nous ont appris ou réappris à nous émerveiller. Ils ouvrent des grands yeux sur des choses, et si on garde cette capacité d'émerveillement sur un coucher de soleil, sur une fleur qu'on croise et qu'on trouve magnifique alors qu'on est en train de faire autre chose, alors ça, c'est vraiment une bonne base. Alors là, la question que je me pose, c'est quoi la différence entre le plaisir et le bonheur? Je pense que c'est pas la même chose, docteur. Comment se libérer de la culpabilité pour explorer pleinement les chemins du bonheur? Et en définissant le bonheur, tu parlais de plaisir. La question que je me pose, c'est quoi la différence entre bonheur et plaisir? Alors, le plaisir, en tout cas l'aptitude à avoir et à prendre du plaisir, est une bonne base. Donc c'est ce qui permet de se sentir bien dans sa peau, en connexion avec le monde qui nous entoure. Si on arrive à être dans ce sentiment de plaisir, c'est qu'on arrive à profiter de la vie. C'est pour ça que c'est une base. Maintenant, on voit tout de suite que si on arrive en plus à partager ce plaisir, qu'on prend du plaisir à deux, par exemple dans la sexualité, ou avec un ami parce qu'on s'amuse, on rigole, on parle d'un sujet passionnant, ou avec plusieurs amis, ou avec sa famille, alors là, on augmente déjà ce sentiment de bonheur, on l'élargit. Et il y a les deux autres clés du bonheur qui vont ensuite être indispensables pour arriver à ce fameux état de... Enfin, c'est pas un état de bonheur, c'est un moment de bonheur, mais en gros, il y a quand même des gens qui peuvent se dire heureux et d'autres peuvent se dire malheureux. Donc, alors le deuxième stade, c'est cette capacité que l'être humain peut rechercher dans le développement de soi. Donc ça peut être le fameux développement personnel qui est très à la mode, c'est-à-dire augmenter nos capacités à communiquer avec les autres, parce que on n'est pas souvent très, très bien élevé au niveau de la communication, on a parfois des modèles, des mauvais modèles. Et donc on n'a pas appris à bien communiquer de manière positive. Beaucoup de gens sont dans la critique et le jugement. Alors ça, il n'y a rien de pire pour se rendre malheureux, parce que on rend malheureux les autres. Et puis ce malheur, il nous tombe dessus. D'accord. J'adhère, excuse-moi docteur, j'adhère sur le fait que ça commence par cette capacité à savourer le plaisir. D'accord docteur, mais par exemple, j'aime bien nager, j'aime bien la mer. Ça me fait plaisir pendant 1 heure, 15 minutes, 30 minutes. Mais si ce plaisir dure pendant 24 heures, je pense que ça se transforme en autre chose. C'est pour ça que j'ai du mal à lier
le plaisir à long terme au bonheur? Alors, c'est une très bonne question. En fait, c'est la base du problème des dépendances. Donc, quand on est dépendant d'un seul plaisir, comme par exemple la bouffe, où moi j'ai eu un patient comme ça, d'ailleurs c'est amusant, je fais du sauvage tabagique en groupe parce que c'est plus efficace, et la RTBF avait débarqué pour filmer, pour autant savoir, une grosse émission, tout mon traitement. Et alors ils avaient choisi 2 fumeurs dans le groupe, dont un vieux monsieur qui fumait depuis 40 ans et qui s'occupait de son épouse alcoolique qui était en crise un jour sur 3, donc il vivait en fait vraiment l'enfer. Et il me disait, ça va quand même être dur, mon pneumologue me dit que si je continue, je vais vraiment être assisté par une bouteille d'oxygène, donc il faut que j'arrête. Mais c'est le seul plaisir que j'ai dans la vie. Le seul plaisir que j'ai dans la vie, c'est de fumer. Je sais que dans votre religion, c'est interdit, c'est une très bonne chose d'ailleurs, un bon interdit religieux. Et donc, il me dit, mais qu'est-ce que je vais faire si je perds ce plaisir? Et étonnamment, moi je pensais effectivement qu'il allait rechuter, qu'il ferait partie des 15-20% des gens qui rechutent. Il a pas rechuté. Pourquoi? Il m'a dit, parce que en fait, j'ai réalisé qu'en auto-hypnose, je suis capable d'avoir bien plus de plaisir qu'en fumant une cigarette. Wow. Et donc, chaque fois que j'ai besoin de plaisir, je me ressens sur moi, je ferme la porte, je laisse ma femme pendant 20 minutes, qu'elle se débrouille, et puis je me ressens sur moi, et je ressens un plaisir qui est bien supérieur à celui très court d'une cigarette. Très court et qui est néfaste à long terme. Et donc, une des leçons aussi de cette histoire, c'est que il est très important d'être dépendant de plusieurs plaisirs. Si on a plusieurs dépendances, en fait, on est beaucoup plus libre. Maintenant, il vaut mieux ne pas être dépendant de toxiques comme le tabac ou l'alcool ou le cannabis, évidemment, qui sont très, très, très toxiques. Mais autant avoir des dépendances à des plaisirs naturels. Parce que ça produit de la dopamine et notre cerveau, il en a besoin de dopamine. Effectivement. Docteur, alors comment expliques-tu le lien entre la culpabilité et le mal-être ou le manque de bonheur? Alors, donc la culpabilité, alors ça va dépendre, parce qu'il y a 36 000 possibilités d'être coupable, hein, donc c'est toujours difficile de ne pas parler d'un cas précis. Mais bon, il y a la culpabilité, effectivement, à avoir du plaisir, c'est une des plus grandes. Hein. C'est celle qui va freiner justement. Je peux pas me permettre parce que il faut que je pense plutôt à mes enfants. Et donc, alors, on a des mères qui sont toujours dans le sacrifice. Elles se sacrifient elles-mêmes pour donner tout à leurs enfants. Et puis, alors, on a des problèmes parce que les enfants deviennent des enfants rois qui vont être malheureux. Parce qu'effectivement, si on leur donne, si on comble tous leurs besoins, ils vont jamais être satisfaits de ce qu'ils ont. Et donc, voilà, ça, c'est un modèle, par exemple, qui va rendre tout le monde malheureux. La mère va finir par déprimer. Quand les enfants vont la quitter, ça va être horrible puisqu'elle ne vivait que par ses enfants. Donc la culpabilité à ne pas être une suffisamment bonne mère, c'est terrible ça. Ça produit du malheur. Donc, mais ça peut être aussi pour le père qui se sent coupable et qui freine du coup et qui rend l'éducation un peu pervertie. Voilà. Alors, on avait dit, docteur, que être malheureux, ça s'apprend, mais est-ce que la culpabilité aussi, c'est un sentiment qu'on apprend? Le malheur, ça s'apprend, c'est un mindset, mais est-ce que le sentiment aussi de culpabilité, que c'est quelque chose qu'on apprend? Alors, en fait, tout le problème de base, c'est l'éducation d'un bébé. Fondamentalement, un être humain, quand il naît, il est égoïste, égocentrique, c'est normal. Je veux dire, il doit s'occuper de sa survie. Et il va utiliser maman, papa, les enfants, les frères et sœurs pour son bien-être, pour survivre. Et donc, fondamentalement, si on ne nous éduque pas, on sera des êtres fondamentalement égoïstes qui utiliseront les autres, un peu comme des pervers narcissiques utilisent les gens, comme des objets ou des personnes utiles pour son plaisir ou pour se construire ou pour satisfaire ses besoins ou ses envies. Et donc, l'éducation est indispensable. Alors, dans l'éducation, il y a souvent une dimension religieuse. Et donc, en fonction de l'attitude des parents et de leur attitude par rapport au plaisir, ils vont être plus ou moins culpabilisants.
Donc, mais la culpabilité, il faut comprendre que c'est pas la même chose que la responsabilité. La culpabilité, c'est faire quelque chose pour faire du mal. Je suis coupable si j'ai voulu faire du mal. Par contre, si j'étais maladroit et que ça a fait du mal, je suis responsable, mais je suis pas coupable parce que je n'ai pas voulu faire du mal. Donc, vous voyez, ce sont des nuances que les parents devraient effectivement comprendre. Comment ne pas culpabiliser un enfant, mais le responsabiliser. Magnifique. Et c'est la base. Magnifique, docteur. Ouais. J'aime bien cette distinction entre culpabilité et responsabilité. D'ailleurs, on entend des choses horribles au quotidien, docteur, comme maman est malade à cause de toi, papa est malade à cause de toi. C'est horrible. Hein. Et on a ce sentiment de culpabilité qui grandit à l'intérieur de nous. Alors, ici, j'ai appris que vous apprenez aux gens à déculpabiliser, c'est comme ça qu'on dit, pendant les ateliers que tu organises, docteur. Alors, comment tu aides les participants à se libérer de cette culpabilité pendant les ateliers? Alors, l'avantage de l'hypnose, c'est que nous pouvons faire ce qu'on appelle des métaphores. Donc des métaphores, ce sont des mises en situation imaginaire. C'est ce que font en fait nos mécanismes du rêve. Quand on rêve d'être dans un pays avec d'autres gens, en train de faire autre chose. Et quelque part, c'est une métaphore, c'est-à-dire c'est une mise en situation imagée de quelque chose qui va nous faire comprendre un problème ou bien va nous faire trouver une solution. Et bien en hypnose, on utilise la même chose. Donc on utilise des images, des petites histoires de mise en situation qui permet au patient en fait de comprendre ce qu'il lui faut. Comment je vais me libérer de ça. Donc en état hypnotique, on a une sorte de... On est en conscience en fait de ses besoins fondamentaux. On est conscient qu'on a besoin de petit à petit gagner de la liberté, de se protéger des gens néfastes, par exemple des gens qui nous culpabilisent tout le temps, qui sont souvent un peu pervers, ou parfois même très pervers. S'ils ne fonctionnent que ça, malheureusement, c'est de la manipulation. Mais donc l'idée, c'est évidemment en état hypnotique, on sent beaucoup plus facilement ce qui est bon pour soi. On est en contact avec ses besoins, avec ses désirs, avec ses souhaits, et on a cette capacité d'utiliser des images et d'utiliser des images positives qui nous sont suggérées par l'hypnothérapeute pour nous libérer en fait de choses qui nous entravent. Magnifique, docteur. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une culpabilité positive ou pas du tout? Est-ce qu'il y a une culpabilité positive? Alors, effectivement, la culpabilité existe. Donc, si quelqu'un a intentionnellement fait du mal à quelqu'un d'autre, il est normal qu'il se reconnaisse coupable. Donc c'est effectivement un premier pas. C'est important parce que les pervers ne sont jamais coupables. Donc c'est une belle démarche. Et puis l'idée, ça va être de rentrer dans un processus réparateur. Donc il est positif de reconnaître une culpabilité si on accepte l'idée qu'on peut réparer au mieux quelque chose qu'on a fait. Et donc là, on peut élaborer quelque chose. Alors ce qui est souvent très intéressant, c'est de comprendre d'où vient l'acte négatif ou d'où vient la méchanceté ou l'agressivité, comment elle s'est construite. Ce qui permet de se rendre compte que on a aussi pu être victime de gens méchants ou agressifs. C'est un peu les problèmes des enfants battus ou des enfants qui ont été abusés sexuellement et qui deviennent abuseurs sexuels ou maltraitants. Donc le fait de comprendre, de mettre ça en perspective, va aussi en partie soulager la culpabilité, mais ça ne peut pas retirer la faute de quelqu'un. Il a fait une faute, il doit réparer. Et cette démarche est intéressante. On peut d'ailleurs parfois faire cette démarche en hypnose, parce qu'il n'est pas toujours facile de réparer dans la réalité. Et donc on peut avoir des scénarios réparateurs en état hypnotique. On peut d'ailleurs avoir aussi des scénarios réparateurs par rapport à soi, parce que parfois on peut être coupable de s'être fait du mal à soi-même. Quelqu'un qui a fait une tentative de suicide, qui s'est rendu à moitié handicapé à cause de ça. Là, il y a une culpabilité qui est là par rapport à soi. Et le
travail qui peut se faire en hypnose peut nous soulager en fait de cette culpabilité qui nous empêche d'avancer. En fait, la culpabilité, une fois qu'on a fait des tentatives de réparation, elle ne sert plus à rien. Mais on s'en libère. Et il y a des moyens métaphoriques. On va l'utiliser d'ailleurs dans le premier atelier du bonheur, c'est se soulager du poids de culpabilité qui ne servent plus à rien et qu'on peut jeter à la poubelle de manière métaphorique. Est-ce qu'on travaille aussi pendant ces ateliers, docteur, les blocages qu'on peut avoir? Est-ce qu'on peut déjà avoir un blocage qui nous empêche d'être heureux? Tout à fait. Qu'est-ce que ça peut être, ce blocage, par exemple? Oh là là, il y en a une multitude. Moi, en 40 ans... Exemple, il va falloir le temps d'une petite pause pour réfléchir. Ouais. Comment tu te sens là actuellement? Heureux? Oui, très bien. Merci. Bien, j'adore partager en fait. C'est une des dimensions du bonheur. Hein. J'aime transmettre. Je forme d'ailleurs des hypnothérapeutes à l'hypnose, des médecins, des psychologues ou ça peut être des logopèdes ou des thérapeutes pour que eux-mêmes soignent d'autres personnes. D'ailleurs, on est un centre où j'ai 12 élèves dans le centre qui travaillent effectivement avec moi pour traiter des patients. On a d'ailleurs une psychologue qui fait de l'orientation gratuite pour orienter les gens vers le bon thérapeute le plus compétent pour le domaine. Il suffit d'envoyer un mail ou de téléphoner au centre. Docteur, on parlait des blocages. Est-ce qu'on pouvait avoir des blocages qui nous empêchent d'être heureux? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ces blocages? Oui. Il y a une multitude de blocages, mais je pensais à un blocage amusant. J'avais une patiente qui avait un blocage par rapport aux aliments comme les légumes et les fruits, enfin tout ce qui était sain. Elle n'était attirée que par tout ce qui était malsain, gras, sucre, etc. Et du coup, elle avait finalement des gros problèmes de poids. Et donc, c'est assez étonnant, lors des séances d'auto-hypnose qu'on organise pour le régime plaisir, hein, c'est un cycle de 3 ateliers pour mincir sans restriction, donc en se concentrant sur le plaisir, ce qui est révolutionnaire. Parce que d'habitude, on pense que pour maigrir, il faut se priver, il faut se restreindre. Là, non, en fait, on apprend à augmenter le plaisir en mangeant en auto-hypnose, c'est-à-dire en augmentant le plaisir des 5 sens. Et du coup, ça débloque tout, en fait. On réapprend à manger avec notre corps et non plus notre mental. C'est notre mental, en fait, qui nous détourne d'un équilibre qu'on peut avoir avec l'alimentation. Et alors, elle était toute étonnée, alors qu'il n'y a pas eu une séance vraiment spécifique où je lui ai dit « Vous allez maintenant aimer les fruits et les légumes. Hein ». Pas du tout. Mais avec l'état hypnotique, elle a découvert, tout d'un coup, elle a eu envie d'un fruit, puis envie d'un légume, et maintenant, elle mange super sain. C'est amusant. C'est amusant, effectivement. Et il y a tous des petits détails comme ça, docteur, qu'on ignore. Est-ce que... Alors, on peut visiter le site internet nouvellehypnose.com pour s'inscrire et faire ces ateliers. D'accord. Mais à côté de ça, qu'est-ce que vous conseillez encore? Est-ce qu'il y a des livres à conseiller? Est-ce qu'il y a autre chose à conseiller à ces gens qui ont des blocages, qui n'arrivent pas à être heureux? Alors, j'ai un petit bouquin là, qui est assez chouette, qui s'appelle « Pour en finir avec le bonheur » de André Guigaud. C'est aux éditions Bayard. Je trouvais très intéressant. Donc, il montre à quel point les gens sont obsédés par un bonheur individuel, par le fait de réussir dans la vie plutôt que réussir sa vie, etc. Donc c'est vraiment... ça montre bien qu'on est coincé par des valeurs à cause des réseaux sociaux et tout ce qu'on essaie de nous seriner, hein, le mode de vie à l'américaine. Et donc, voilà, un bouquin intéressant. Sinon, il y en a un autre qui est bien aussi, c'est Apprenons par l'auto-hypnose à cheminer dans la vie de Teresa Robles. C'est aux éditions Satas. On le trouve d'ailleurs dans notre institut quand on vient faire nos ateliers. Il y a quelques bouquins qu'on propose et qui sont vraiment très chouettes. Ouais. Merci, docteur. Là, on va parler des chemins du bonheur, si tu permets, docteur. Est-ce que tu peux nous résumer simplement les 3 chemins vers le bonheur selon Seligman? Okay. Seligman. Donc, on a parlé du premier, de la base, qui est la recherche du plaisir et du beau. L'idée, c'est d'apprendre à éviter la souffrance. Plutôt que de faire de l'auto-hypnose sur ce qui nous fait souffrir, par exemple, des gens qui ont des douleurs chroniques peuvent s'hypnotiser sur ce qui leur fait du bien.
Et alors, il quitte cette auto-hypnose négative sur la douleur physique ou sur la douleur morale et il l'oriente vers ce qui leur apporte du bon. Et en auto-hypnose, c'est beaucoup plus facile à faire, à expérimenter. Ça produit de la dopamine, donc c'est vraiment que du bon, aussi un peu des endorphines d'ailleurs. Et puis le deuxième chemin, donc j'avais commencé à en parler, c'est le développement personnel. C'est comment enrichir sa personnalité et sa vie. C'est la recherche du bien dans le développement des valeurs humaines. Donc ça peut être son quotient émotionnel, ses capacités intellectuelles ou relationnelles, voire spirituelles. C'est s'appliquer et s'impliquer. Et ça produit de la sérotonine, qui est effectivement l'hormone du bonheur par excellence. Le troisième chemin, c'est utiliser ses ressources pour se diriger vers un objectif plus grand que soi-même. Donc c'est rentrer, s'intégrer, ce qui n'est pas toujours facile, mais s'intégrer dans un système qui œuvre un but auquel on aspire, qui nous donne une vision plus large du système qui nous entoure et qu'on ne pourrait pas faire seul. Donc on a besoin des autres et on a besoin de se sentir utile dans un projet qui nous paraît bon. Donc c'est le bon et ça produit de l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement et c'est une des hormones du bonheur. L'ocytocine, l'hormone du bonheur, on verra d'autres façons d'activer cette hormone et comprendre un peu comment... Oui, l'orgasme d'ailleurs produit de l'ocytocine, on en parlera, docteur. Facilite l'attachement entre deux personnes. Le fameux attachement, malheureusement. Docteur, les chemins du bonheur pour les nuls, qu'est-ce que c'est, docteur? En une phrase très très simple. Excellent. Oui. Bon, donc, premier... c'est pouvoir s'intéresser à ce qui est beau, bon pour soi et pour les autres. Okay. Deuxième solution, c'est voir les choses, voir la vie comme un développement de soi. Donc on a toujours à apprendre. Et c'est pas apprendre seulement des connaissances. C'est apprendre à mieux communiquer avec les autres, ça peut être un sport, apprendre un sport, être toujours meilleur. Alors l'idée c'est être meilleur pour soi-même, être meilleur que soi-même. Donc ça permet d'avancer, de progresser. Il ne faut pas non plus se rendre malheureux parce qu'on n'est pas assez bon. Mais l'idée, c'est pas d'être meilleur que les autres, parce qu'alors on rentre dans la problématique de la comparaison. C'est un des meilleurs moyens de se rendre malheureux, de se comparer dans ce qu'on a et dans ce qu'on est. Ah, mon voisin a une plus belle voiture que moi, ou a une plus jolie femme que moi. C'est là qu'on commence. Alors qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur ce qui peut nous faire évoluer, donc nous rendre meilleurs, que ce soit sportif, musical, que sais-je. Toujours découvrir en fait de nouvelles choses dans la vie et en apprendre. Et puis la troisième, c'est effectivement faire partie d'un système. Ça peut être une petite association, ça peut être une grande ONG, ça peut être sa propre société où on travaille, la petite société où on est intégré, on sent qu'on fait quelque chose avec d'autres pour aller vers un objectif qui nous plaît, qui nous intéresse. D'accord. Docteur, alors si je l'entends bien, si je comprends bien, découvrir et le changement, faire des choses, de nouvelles choses, ça nous rend plus heureux. Oui. Alors ce que je me pose comme question, mais pourquoi tout ce qui est routine nous rend plus malheureux? Alors non, la routine est importante parce qu'elle sécurise. D'accord. Donc en fait, la base de l'exploration du futur, c'est d'abord de se sentir sécure là où on est, suffisamment. Donc, et ça, l'auto-hypnose, c'est le meilleur moyen. Je donne un atelier d'ailleurs mercredi prochain sur la gestion du stress et de l'anxiété et de l'insécurité. Et la confiance en soi d'ailleurs, le mercredi là. Et là, on apprend effectivement à calmer, à se sécuriser. Et en auto-hypnose, je vous assure, c'est tellement facile. On arrive même à supprimer des crises d'angoisse, donc les fameuses attaques de panique, par auto-hypnose. Pourquoi ? Parce que ce sont en fait des auto-hypnoses négatives. Donc on est dans un phénomène incontrôlable qu'on recontrôle par auto-hypnose. L'auto-hypnose permet de contrôler tout ce qu'on ne contrôle pas par la volonté. Ça, c'est peut-être la base la plus facile à comprendre comme définition de l'auto-hypnose. C'est un état privilégié du cerveau qui nous permet effectivement d'obtenir bien plus par la pensée
que par la volonté. Donc l'imagerie mentale est bien plus puissante que la volonté. D'accord, c'est parfait, docteur. J'aimerais maintenant parler de l'ancrage et aussi l'auto-ancrage parce que on entend beaucoup parler de ça sur les réseaux sociaux. On comprend même pas c'est quoi l'ancrage. Oui. L'ancrage, docteur, on en parle beaucoup. Est-ce que tu peux nous donner une définition simple de l'ancrage? Oui. En fait, c'est basé sur l'établissement du réflexe conditionné que Pavlov, ce neurologue, a créé, a découvert en fait. Donc, on produit un lien entre deux choses qui n'ont rien à voir. Et ce lien, il se crée en état hypnotique de manière beaucoup plus facile que de faire simplement de la répétition tout le temps, c'est-à-dire du bourrage de crâne. Il y a moyen de faire des ancrages en répétant continuellement quelque chose qui est assez pénible. Là, en état hypnotique, on arrive à faire des ancrages parce que le cerveau est tellement plus efficace en fait en état d'hypnose que du coup on peut faire un lien par exemple avec un souvenir où on était joyeux. Et si on arrive à bien vivre un souvenir en état hypnotique où on est joyeux et le souvenir devient plein, c'est-à-dire qu'en état hypnotique en fait notre mémoire est fortement augmentée. Et donc on peut revivre un souvenir où on était heureux avec beaucoup plus de détails. Et donc, ça a une sacrée consistance. Et cet état émotionnel qui est vécu dans le cerveau émotionnel, on va le relier avec, par exemple, 3 respirations, ou le pincement d'un doigt, ou bien un mot, ou une petite phrase. Ça, c'est à chacun à trouver ce qui va être le plus symbolique. Et donc, quand on arrive à relier ce mot, c'est un peu les madeleines de Proust, en fait, du coup, ce mot ou ces 3 respirations, quand on va les faire en dehors de l'hypnose, elles vont reproduire cet état de joie. Et donc, quand on est malheureux, c'est assez magique. Si on arrive à se recentrer sur ce mot ou à ces 3 respirations, eh bien, c'est comme la Madeleine de Proust, c'est-à-dire c'est tout l'événement émotionnel qui va revenir. Donc, on arrive ainsi à chasser un état de mal-être grâce à un état de bien-être qui est créé comme ça de manière automatique. Ça fait un peu magique, mais c'est efficace. D'accord. Est-ce que toi, docteur, tu as cette capacité de voir au quotidien si la personne en face de toi est ancrée ou pas? Oui. Comment tu peux le voir? En fait, déjà au nombre d'ancrages auxquels elle a accès spontanément. C'est-à-dire? Donc, des gens qui, quand ils arrivent dans mon bureau en individuel, s'asseyent dans le divan, s'asseyent vraiment. Ils prennent leurs aises, ils vont utiliser l'acoudoir, ils vont poser le dos sur le dossier, alors que d'autres vont être là sur le coin, le bord du divan, tout droit, les bras, les jambes crispées, les bras croisés, les jambes croisées souvent. Donc dans une sorte d'état de stress et de fermeture. Donc là, on voit effectivement que l'ancrage de sécurité, il est complètement différent de l'un à l'autre. Wow, mais on peut avoir des ancrages très très différents. Des ancrages différents, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on peut avoir des ancrages de confiance en soi, on peut avoir des ancrages de bonne communication, de bonne expression. Il y a des gens qui sont très ancrés dans la communication, qui s'expriment facilement et de manière authentique, alors que d'autres ont beaucoup de difficultés à s'exprimer, à dire ce qu'ils ressentent. Il y en a même qui n'arrivent pas à comprendre leurs émotions. Qu'est-ce que je ressens? J'en sais rien. Je n'arrive pas à lire mes émotions. Donc on leur apprend, parce qu'en état hypnotique, on est beaucoup plus clair dans notre tête. En fait, notre pensée et nos émotions et notre corps, d'ailleurs, est réaligné. Donc c'est un peu comme si on était un. Alors que souvent on est dissocié, on a la pensée d'un côté, le corps il est de l'autre, ou bien on le vit mal parce qu'il a l'air tout tendu et qui nous fait souffrir. Donc on est souvent très dissocié. La pensée, les émotions, ça peut avoir rien à voir avec la pensée. Qu'est-ce que j'aimerais en faire un sujet d'émission avec toi, docteur? Parce qu'en t'écoutant, j'ai pensé à cette coachée que j'ai eue une fois. On dirait que tu étais en train de la décrire, tellement elle a du mal à occuper l'espace, tellement elle se fait toute petite là où elle rentre, et ça me fait mal au cœur quand je pense à elle. Auditeur, prends ta vie en main, participe à des ateliers, consulte si tu te sens pas bien, si tu as des difficultés au quotidien, des difficultés émotionnelles, relationnelles au travail, consulte. On a tous et toutes besoin de consulter. Docteur, il ne me reste pas malheureusement beaucoup de temps. On t'a accompagné. J'ai encore beaucoup de questions à t'aider.
comment tu aides les participants à ces ateliers à choisir, on va dire, un souvenir puissant pour créer un ancrage, par exemple? Alors, ça, c'est le gros avantage de l'hypnose, c'est que c'est votre inconscient et votre subconscient qui choisissent et qui trouvent. Donc, on se met dans un état hypnotique, même si on a l'impression qu'on va jamais trouver un souvenir où on était joyeux aussi loin qu'on remonte dans l'enfance, il va se présenter. C'est notre attitude qui pense qu'on n'a pas été heureux pendant notre enfance, mais on a forcément eu des oasis où on était bien. Et donc, l'état hypnotique va vous permettre, va vous guider naturellement. Donc, quand on vous suggère de trouver un endroit où vous avez été en sécurité, par exemple, tout simplement, ou joyeux, ou en paix, eh bien, votre mémoire va trouver pour vous. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Et alors, comme l'hypnose augmente la mémoire, on va retrouver des souvenirs qu'on avait oubliés. C'est très amusant de dire « Ah, ça alors, je me souvenais plus que c'était avec telle personne ou dans tel endroit ou qu'on m'avait dit ceci. Ça alors, on m'avait fait un compliment, je l'avais complètement oublié. » Et donc, oui, c'est le côté vraiment chouette de l'hypnose. Hein. C'est très intuitif. Est-ce que tu as des retours après ces ateliers? Est-ce que les gens t'écrivent par la suite pour te faire un feedback? En quoi ces ateliers ont été bénéfiques pour la personne? Ah ouais, d'ailleurs, alors, tout le monde malheureusement ne donne pas des retours, mais par exemple sur notre page Google ou notre page Facebook, on a pas mal d'avis reconnaissants. Donc ça, c'est très chouette. Même d'ateliers en visioconférence de gens qui l'ont fait en Suisse ou ailleurs. Ça, c'est chouette. Et oui, et puis en plus, souvent, les patients qui vont en atelier sont aussi en séance individuelle parce qu'il faut faire parfois un travail personnalisé. Hein, donc les ateliers ouvrent, développent déjà certaines choses. Et puis pour achever le travail, par exemple pour les insomnies, il faut faire quelques séances individuelles pour bien personnaliser le traitement. Mais donc oui, j'ai du coup des feedbacks des gens qui me disent « Ah bah ouais, tel atelier, ça m'a apporté ceci. » J'ai eu par exemple une patiente qui venait pour des problèmes de boulimie et qui me dit « Tiens, depuis j'ai fait 3 ateliers là et depuis je dors bien. » Alors que j'avais des insomnies depuis 20 ans. Wow. Étonnant, hein? Incroyable, docteur. Il suffit effectivement d'aller sur le site et c'est très facile en fait. Quand on voit les ateliers, on a un agenda, donc on peut voir par exemple l'atelier d'épanouissement sexuel, celui sur le bonheur, on voit tout de suite la date et en cliquant, on s'inscrit très facilement. On s'inscrit très facilement à ces ateliers bonheur. Qu'est-ce qu'il y a encore de prévu comme atelier pour les prochains mois, docteur? Alors, il y a effectivement le 14 mai, c'est l'épanouissement sexuel. Le 23 avril, c'est pour le stress et la confiance en soi. Le 19 mai, c'est prévention du burn-out et de la déprime. Le 20 mai, c'est le premier atelier du cycle du bonheur. Et on commence le régime plaisir pour les personnes qui veulent mincir le 22 mai. C'est 3 ateliers et c'est apprendre à mincir uniquement par le plaisir et sans restriction alimentaire. Ça paraît trop beau pour être vrai et pourtant ça marche. Et pourtant ça marche. Si on a envie d'avoir toutes ces dates et toutes ces informations, on peut simplement visiter le site internet www.nouvellehypnose.com. Si je te demande un dernier conseil pour nos auditeurs ou suggestion, on va dire plutôt pour nos auditeurs, ça serait quoi, docteur Eric? Alors, je pense qu'il y a une question que beaucoup de gens ne se posent jamais ou que trop rarement, et qui pourrait se poser plusieurs fois par jour, peut-être même plusieurs dizaines de fois par jour, pour ceux qui ont un peu de mal justement à être heureux, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi maintenant? C'est une question très profonde, hein, docteur. Oui. Très, très profonde. Et l'auto-hypnose permet d'avoir cette attitude où on arrive à se recentrer. Allez, je me recentre sur moi. Ok. Et les choses viennent beaucoup plus naturellement, en fait. J'ai envie aussi, pour clôturer cette émission, de dire à mes auditeurs que si par moment on peut nous écouter et dire non, l'hypnose, l'auto-hypnose, ce n'est pas pour moi, je suis incapable de me concentrer. Non, ça s'apprend. Tout s'apprend, on peut tout s'apprendre à faire. Mais l'auto-hypnose, c'est un phénomène naturel qu'on pratique tous à notre insu depuis qu'on est bébé. Exact. Ah non, mais tout le monde fait de l'auto-hypnose. On pourra en parler une fois, mais dès qu'on est un peu dans l'imaginaire, qu'on est là sans être là, qu'on est capable de penser à son anniversaire tout en conduisant sa voiture sur l'autoroute,
c'est de l'auto-hypnose en réalité, hein, parce que en atelier, on va l'approfondir un peu plus, on va comprendre comment l'utiliser au mieux, on va utiliser des techniques, des stratégies, mais l'état auto-hypnotique, on le vit tous plusieurs fois par jour. Effectivement. Vous voulez vous inscrire à ces ateliers, vous pouvez aller sur le site internet www.nouvellehypnose.com. Malheureusement, on n'a pas assez le temps pour aborder beaucoup de choses. J'ai tellement envie. Encore une magnifique soirée en votre compagnie. Merci de nous avoir écoutés.